Alors bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire autour de la facturation sur créer une facture 100% conforme. Je vais vous accompagner au cours de ces 45 minutes ensemble. Donc je suis Bertie, responsable marketing pour les logiciels de facturation. En 45 minutes, on verra une première partie avec Thierry sur ce qu'impose la réglementation et on continuera avec Gilda pour illustrer concrètement son application dans le logiciel Isafact. Donc, je vais laisser Thierry, directeur des produits Isagri et Agiris Entreprises, représentant d'une association d'éditeurs de logiciels auprès de la DGFiP, pour vous expliquer tout ce que c'est la réforme sur la facture électronique. Et il représente aussi les éditeurs de logiciels auprès de la loi antifraude à la TVA. Donc Thierry, une facture, c'est beaucoup d'informations, mais c'est quoi comme information exactement? Effectivement, une facture, c'est beaucoup de choses, mais si on veut la définir simplement, c'est la traduction sous forme fiscale et commerciale d'un contrat. C'est-à-dire que qu'on a un contrat de livraison de biens ou de vente de prestations de services, la facture, c'est le document qui, s'il n'y avait pas de contrat spécifique, met en évidence le fait qu'il y a eu un contrat et qu'il a été exécuté. Donc, soit que les biens ont été livrés, soit que la prestation a été faite. Et donc, voilà, fiscalement, c'est une preuve d'exécution. Et commercialement, euh, ça supporte les garanties. Donc, une facture, ça concerne à la fois le droit fiscal et le droit commercial. Alors, on va surtout parler de fiscalité ce matin, mais bien sûr, c'est la facture qui supporte également les garanties décennales parfois, ou les garanties des biens qui sont livrés. Donc ça, c'est l'objet principal d'une facture. Et, euh, et bien sûr, pour celui qui émet la facture, ça va être quelque chose qui permet de justifier ses produits et puis d'appeler le paiement, si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour celui qui reçoit la facture, ça permet de la passer en comptabilité, de déduire les charges, de récupérer la TVA. Donc c'est le document qui fait foi en cas de contrôle fiscal notamment. Voilà ce qu'on peut dire sur le cadre général. Du coup, tu Donc, nous dis que c'est un document qui est qui est très formalisé. Et ouais. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce formalisme de la facture, s'il te plaît? Alors effectivement, ce formalisme il est très important parce que c'est puisque c'est un élément important dans le cadre d'un contrôle fiscal, eh bien, il y a des règles importantes à respecter et qui peuvent être euh, condamnées si elles ne sont pas bien respectées en cas de contrôle fiscal, soit pour l'émetteur, soit pour le client. Hein, les deux peuvent être concernés puisque les deux peuvent être contrôlés. Alors, ce qu'on doit trouver, d'abord, c'est qu'une facture, ça doit être lisible. On va parler un peu de facture électronique un peu plus loin, mais même quand on fait une facture électronique, eh bien, il faut qu'il y ait une partie lisible par un humain. On ne peut pas faire que du langage informatique. Et donc, dans la facture, on doit trouver, bien sûr, les coordonnées de l'entreprise qui facture avec ses identifiants officiels. Souvent, on a ça dans le papier en tête quand on fait des factures papier, hein, mais sur une facture électronique, il faut le mettre aussi. Donc, les identifiants, c'est le numéro de sirène, numéro de TVA intracommunautaire qui est obligatoire pour des transactions dès qu'on sort de la France. Les coordonnées de l'entreprise cliente, ces deux informations-là sont importantes parce que un inspecteur des impôts doit pouvoir identifier le client de manière certaine et s'il trouve quelque chose de suspect, doit être capable d'aller interroger le client concerné pour vérifier que la facture est bien identique chez le client. Sur une facture, bien sûr, en dehors de l'émetteur et du client, il faut trouver le terme facture, pas l'oublier, et une date, la date de la facture, qui est la date de livraison ou la date d'exécution des prestations en général. Et puis un numéro unique, elle doit être numérotée dans une série chronologique, c'est-à-dire que l'ordre des numéros doit suivre l'ordre des dates. Ça, c'est très important et c'est un des contrôles les plus basiques qui est fait en cas de contrôle fiscal. Et donc, si jamais vous faites une facture aujourd'hui avec le numéro 12 et que demain, vous faites une facture datée d'hier avec le numéro 13, eh bien là, c'est tout à fait condamnable. Et c'est surtout que le contrôle fiscal va s'intensifier un peu et donc il y a des risques de redressement. Donc c'est interdit et maintenant les logiciels
on verra tout à l'heure, sont censés l'empêcher. Bien sûr, ça doit contenir la liste des prestations et des biens qu'il y a dedans, donc ça c'est le détail des lignes, et puis ça doit respecter toute la réglementation de la TVA, les taux, mentionner l'exonération si on est auto-entrepreneur, donc il y a un article qui doit être mentionné sur la facture pour dire qu'on est exonéré de TVA, et dans ce cas-là, bien sûr, on ne doit pas mettre de TVA. Ça doit mentionner les délais de paiement, et puis voilà, il y a tout un tas de réglementations liées au droit du commerce, mais ça c'est le minimum fiscal. Et en fait, si vous recherchez un peu, vous verrez qu'il y a jusqu'à 18 informations obligatoires dans une facture, alors qui ne sont pas obligatoires pour tout le monde, mais dans certaines ventes. Si on fait de l'autofacturation, s'il y a de l'auto-liquidation de TVA, donc il y a plein de règles. Et puis ça, c'est 18 informations, c'est la réglementation actuelle, mais avec la réforme de facture électronique qui s'annonce bientôt, dont on parlera, eh bien, il y a le numéro de sirène du client qui va devenir obligatoire. Donc, non seulement il faudra l'adresse et le nom de la raison sociale du client, mais il faudra aussi son numéro de sirène ou de sirette. Il faudra mettre l'adresse de livraison si elle est différente de l'adresse de facturation. Ça deviendra obligatoire. Il faudra mentionner si on a opté pour la TVA sur les débits. Et puis, il faudra dire si la facture concerne des livraisons de biens ou des prestations de services, ou si elle contient un peu des deux, mais souvent il y en a un des deux qui est dominant quand même. Donc voilà, donc ça va être des contenus qu'on doit trouver dans les factures et que tout inspecteur des impôts en cas de contrôle va chercher dans les factures. D'accord. Mais du coup, avec toutes ces informations, est-ce que, on peut présenter une facture sous n'importe quelle forme ou enfin, ça doit ressembler à quelque chose en particulier? Alors, en fait, il y a plein de formes possibles sur une facture. Finalement, c'est beaucoup plus libre qu'on ne le croit. C'est-à-dire qu'on peut faire des factures, alors aujourd'hui sous forme papier, même manuscrites, hein, on peut, avec des carnets Exaconta, ça marche, on a le droit. On a le droit de faire des factures avec Word, avec Excel, avec n'importe quel logiciel qui imprime en PDF, donc ce qu'on appelle un PDF simple. Il y a des formats un peu plus sophistiqués. L'EDI, c'est l'échange de données informatisées, c'est ce qui est souvent utilisé. C'est un format très informatique entre les grands opérateurs là, qui nécessite que l'émetteur et le client soient d'accord pour utiliser ce format. Et là, techniquement, c'est un peu plus compliqué. Il y a un format qui s'appelle, il y a différents formats de facture électronique, Facturix, UBL, Edifact, mais alors, Facturix, c'est un nom qui va beaucoup se répandre parce que c'est un nouveau format qu'on peut résumer comme ça. C'est un PDF. En fait, quand on voit le fichier, c'est un PDF. Et quand on ouvre le PDF, on trouve un fichier XML incrusté dans le PDF, à l'intérieur du PDF, on peut dire ça. Et ça décrit la facture, le contenu de la facture sous forme informatique. Ce qui est intéressant dans le Facturix, c'est qu'il peut à la fois servir à envoyer une facture à un particulier qui va voir le PDF, et puis peut servir à envoyer une facture du même format, Facturix, à une entreprise. Et l'entreprise, si elle a un logiciel qui est moderne, elle va savoir lire le contenu du Facturix pour automatiser le traitement comptable, par exemple. Donc, c'est un format qu'on va beaucoup voir se développer dans les années qui viennent. Donc, ça, c'est la diversité des formats. Alors, on pourrait dire, bah, Word c'est facile, Excel facile. La contrainte, et qui vaut pour tous les formats, c'est que d'abord, toutes les informations obligatoires doivent y figurer et être visibles dans le document qui est lisible, donc la partie PDF en l'occurrence. Bien sûr, on doit pouvoir garantir qu'elle sera identique chez le vendeur et l'acheteur. Alors, vous comprenez bien que si on envoie un Word ou un fichier Excel, c'est des fichiers qui sont facilement modifiables. Un PDF aussi, c'est facilement modifiable. Il y a beaucoup de formats, de systèmes pour modifier des PDF. Et donc, on va voir qu'il y a des contraintes qui valent aussi pour Word Excel, qui sont importantes. Il faut que la numérotation soit conforme et respecte la chronologie numéro-date que j'ai évoquée tout à l'heure, dans tous les formats. Et donc, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué si le client il peut aller bidouiller sa facture de son côté, hein. Et puis surtout, et c'est ce qui va recadrer tout ça, ça doit respecter les articles du Code général des impôts qui s'appellent, si vous devez en retenir que trois, c'est ces trois-là, 286, 242 noniès et 289, qui sont les articles qui régissent vraiment l'essentiel des obligations sur la facture. D'accord, mais du coup, ces 3 articles, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement? Qu'est-ce qu'ils imposent et pourquoi est-ce qu'ils sont importants?
Alors, ils sont importants pour les raisons suivantes. D'abord, le 286, vous l'avez entendu, enfin, vous n'avez peut-être pas mémorisé son numéro, mais c'est l'article qui a été concerné par la loi antifraude à la TVA dont on a parlé ces dernières années, la réglementation sur les systèmes de caisse. Et donc, ça concerne bien sûr cet article, les encaissements des ventes aux particuliers qui sont faits avec des caisses. Donc là, c'est les caisses qui doivent être conformes avec une attestation ou une certification de conformité produite avec la caisse. Donc ça, c'est ce que les éditeurs doivent vous fournir. Mais ça vaut aussi, dès que vous utilisez un logiciel, n'importe quel logiciel de facturation, y compris Word et Excel, eh bien, vous devez respecter cet article-là parce que ça concerne aussi la facture faite à un particulier. Il faut savoir qu'une facture à un particulier, elle n'a de sens de facture qu'au niveau commercial. Pour un particulier, au niveau fiscal, la facture pour les impôts, on va dire, elle n'a pas plus de valeur qu'un ticket de caisse. Parce que on pourrait dire, pourtant, quand même, sur la facture, il y a le nom du client, etc. Mais en fait, fiscalement, ça n'a pas beaucoup plus de valeur qu'un ticket de caisse qui, lui, ne comporte pas le nom du client, simplement parce que il n'y a rien qui permet d'aller contrôler chez le client qu'il a une facture, parce que le client, il n'a pas un numéro d'identification officiel. Donc, d'ailleurs, vous allez souvent voir, et peut-être que vous le faites aussi sur vos factures clients particuliers, des fois on met client de passage, passage au caveau, où on met un nom, mais il n'y a personne qui peut vérifier que la comptabilité du client contient cette facture, puisque le particulier ne tient pas de comptabilité. Donc, au niveau d'un contrôle fiscal, ça ne sert à rien que ce soit une facture plus qu'un ticket. Donc, il y a les mêmes obligations de sécurisation qu'une caisse. Et donc, il ne faut pas pouvoir modifier une facture faite à un particulier une fois qu'elle a été émise. Et donc là, le logiciel doit garantir que la facture est inaltérable. On va y revenir. Et donc, vous voyez que c'est pour Word, Excel, si j'ai envoyé un tableau Excel, c'est sûr que ce n'est pas facile d'empêcher de démontrer qu'il n'a pas été modifié. Et donc, le deuxième article important, c'est le 242 non-IS A. C'est celui que je viens d'évoquer juste avant, c'est-à-dire c'est celui qui contient toutes les mentions obligatoires dans une facture. Donc là, c'est là que vous retrouverez ces informations-là, un peu plus complétées. Et puis le troisième important, c'est l'article 289 du Code général des impôts qui dit exactement la phrase qui est indiquée là: l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission jusqu'à la fin de sa conservation. Ça dit quoi? Ça dit que quand je suis inspecteur des impôts et que je vais contrôler une entreprise, eh bien, dans un délai de 3 ans, puisque c'est le délai de retour arrière pour un contrôle fiscal, je dois pouvoir demander n'importe quelle facture. Et cette facture, on doit pouvoir me démontrer qu'elle n'a pas, enfin d'abord l'origine, c'est-à-dire démontrer qu'elle a bien été émise par telle entreprise. Si je suis contrôlé, si c'est une facture d'achat pour moi, je dois pouvoir démontrer que le vendeur est bien celui qui est indiqué sur la facture. L'intégrité, ça veut dire que prouver qu'elle n'a pas pu être modifiée depuis qu'elle a été créée. Et donc là, c'est un peu plus difficile pour Word et Excel. Et c'est ce qui fait que c'est quand même pas trop recommandé. Et puis la lisibilité, c'est le fait qu'elle soit compréhensible, ça va en général. Et donc ça, c'est jusqu'à la fin de sa période de conservation, donc c'est 3 ans, plus 3 ans en cas d'anomalie dans le contrôle fiscal, ils peuvent remonter 3 ans de plus en arrière. Et ça, l'article 289 dit non seulement ça, mais il dit que si la facture elle est émise en format EDI, donc là c'est les grands opérateurs, et c'est très informatique, ou bien si elle est scellée ou signée électroniquement, alors on considère que son authenticité et son intégrité sont garanties. Alors c'est quoi la signature ou le scellement électronique? Je vous ai mis une petite image pour évoquer ça, mais c'est comme si on mettait une facture papier dans une enveloppe avec un seau de cire et une signature, on va dire, sur le seau de cire qui montre que c'est telle entreprise qui l'a cacheté. Et donc ça, c'est quand on reçoit une enveloppe cachetée avec un seau en cire, on ne peut pas le falsifier parce que le seau, normalement, il est unique. Et donc, si je déchire l'enveloppe pour aller modifier son contenu, eh ben ça se voit.
que l'enveloppe est déchirée. Eh bien, la signature électronique ou le cachet électronique, le scellement, c'est exactement pareil. C'est comme si on mettait un fichier dans une enveloppe virtuelle, informatique, et avec un cryptage qui montre que c'est associé au certificat d'une entreprise qui désigne bien l'entreprise. Et donc, si j'ai scellé ou signé cette facture, ce document, ça ne vaut pas que pour les factures, eh bien, je peux vérifier qu'il n'a pas été modifié. Si jamais j'envoie une facture Word, par exemple, avec un scellement électronique, eh bien, si le destinataire a modifié le fichier Word pour le trafiquer, eh bien, on verra que le scellement informatique n'est plus valable. Donc, on verra que, comme le nez au milieu de la figure, qu'elle a été modifiée. Donc, l'article 289, il dit, si vous avez signé ou scellé votre facture, à ce moment-là, on va présumer qu'elle n'a pas été modifiée depuis son origine. Et sinon, si vous n'avez pas fait ça, alors, il vous faut produire une piste d'audit fiable. Alors, et là, c'est obligatoire. Sinon, on va considérer que vous pouvez avoir fraudé. Une piste d'audit fiable, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que on ne sait pas trop Ouais, ce que alors c'est la ça? piste d'audit fiable, c'est une obligation qui date de 10 ans maintenant, ça date de 2013, qui dit ceci, qui dit, alors on l'appelle la PAF hein, pour simplifier, c'est une organisation des archives de l'entreprise qui permet de démontrer la légitimité des transactions. En clair, ça veut dire quoi? Si j'ai fait une facture ou si j'ai reçu une facture, je dois conserver tout ce qui me permet de démontrer que c'était normal que je reçoive cette facture. Et par exemple, bah, j'ai des bons de livraison, j'ai un contrat, une lettre de mission, quelque chose qui montre que voilà, j'avais signé un contrat et on devait me facturer tant, et c'est bien le montant qui était prévu qui a été facturé. Et donc, on doit pouvoir savoir avec qui j'avais passé ce contrat. Et donc, c'est une documentation qui permet de dire, bah, cette facture, elle est bien légitime. Je peux démontrer que c'était normal que je la fasse. Et si j'ai reçu une facture, c'est pareil pour les factures que j'ai reçues. Je peux démontrer que on m'a bien livré quelque chose qui justifie cette facture, on m'a bien fait une prestation de service qui justifie cette facture, et je peux démontrer que je l'ai payé pour le même montant. Donc, c'est bien l'ensemble des pièces dans ma comptabilité, dans mon armoire, dans mon ordinateur que j'ai conservé et que je vais pouvoir montrer à un inspecteur des impôts pour dire cette facture-là, je ne l'ai pas bidouillée, elle est bien, son montant, son auteur sont bien connus et c'est normal. Et donc ça, c'est quand même une contrainte pour une entreprise d'organiser ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas au courant d'ailleurs qu'elles ont cette obligation, mais elles l'ont quand même et en cas de contrôle, certaines s'en aperçoivent douloureusement. Et, et donc c'est bien de ça qu'on est dispensé si on a une facture qui est signée ou scellée. Alors, on s'en dispense pour nos factures de vente si on met un cachet électronique ou une signature électronique à toutes les factures de vente. Et donc, je serai dispensé de la piste d'audit fiable pour toutes mes factures de vente. Et puis, pour mes factures d'achat, ça dépendra de celui qui me les a envoyées. Si lui m'a envoyé une facture signée, scellée, eh bien, je suis aussi dispensé de la piste d'audit fiable. Et pour toutes celles qu'on m'aurait données en Word, Excel, ou PDF ou papier, eh bien, je dois avoir cette piste d'audit fiable. C'est une obligation légale qui date d'il y a 10 ans, donc on ne peut pas dire qu'on l'ignore. Et donc, vous voyez qu'on a quand même intérêt, dans ce cas-là, à avoir des systèmes de cachet ou de signature électronique pour alléger un petit peu la lourdeur administrative que représente cette piste d'audit fiable. Mais du coup, Thierry, si la piste d'audit fiable, c'est si compliqué et si la signature électronique ou le cachet électronique, c'est si simple, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça? Alors, tout le monde ne fait pas ça parce que bah, d'abord, il faut savoir que ça existe, la signature électronique. Deuxièmement, c'est pas gratuit, hein, on peut en trouver des gratuites, mais c'est limité à 3-4 signatures par mois, donc après c'est payant. Donc ça coûte un peu d'argent, mais en même temps ça économise du travail, donc ça peut se discuter quand même. Plus on fait des volumes de factures, plus ça peut être intéressant. Et puis bah, ça suppose de faire des factures électroniques, ou en tout cas d'avoir des factures sous forme de fichiers. Parce que si je fais une facture papier, je ne peux pas faire une signature électronique. Et donc voilà, c'est surtout par habitude ou par méconnaissance que c'est pas pratiqué. Et puis, même si on le fait pour toutes ces factures de vente, eh bien, on est quand même dépendant de celui qui a fait les factures de vente quand on reçoit les factures d'achat. Et là, on a quand même cette obligation, mais
Le principal frein, c'est surtout que il faut s'organiser, il faut acheter une signature, il faut comprendre comment ça marche. La signature électronique, c'est pas si simple. Il faut trouver quelqu'un qui va proposer une signature pas chère, mais qui est bien du niveau de sécurité attendu. Donc, il faut s'y plonger un peu. Ça mériterait peut-être un webinaire spécifique pour expliquer ça plus en détail. Et donc, tu as dit qu'une signature électronique, c'était associé à un fichier électronique. Ça veut dire que si ma facture, elle est signée électroniquement, c'est une facture électronique. Eh bien, non. Non, Ah, parce que effectivement, ça paraît compliqué, mais si je prends un fichier Word et que je le signe, je suis dispensé de la piste d'audit fiable, mais c'est une facture, on pourrait dire numérique, mais c'est pas une facture électronique au sens de la définition d'une facture électronique. Une facture électronique qui s'appelle bien avec ces deux mots-là, facture électronique, euh, c'est une facture qui est créée, transmise, conservée de l'émetteur jusqu'au client, qui est nativement électronique de bout en bout. Et donc, elle va devenir obligatoire bientôt avec une réforme qui démarre en 2024, c'est tout proche. Et, donc, on ne pourra pas dire de n'importe quelle facture que c'est une facture électronique, ou en tout cas, on ne pourra pas le dire longtemps, parce que les vraies factures électroniques qui permettent d'exploiter automatiquement leur contenu vont devenir obligatoires à partir de 2024. Ça va commencer en 2024. et du coup, tu peux nous en dire un peu plus là sur cette réforme de la facture électronique dont tu parles? Ouais, alors en quelques mots, parce que il faudrait plus de temps, mais en 2024, va débuter ce qu'on appelle la généralisation de la facture électronique, et la facture électronique au sens où je viens de le définir. Et donc, toutes les factures entre entreprises devront respecter une règle qui s'appelle le invoicing. Ça veut dire qu'il faudra émettre des factures électroniques et ça voudra dire qu'elles seront contrôlées. Elles ne seront pas seulement contrôlées en cas de contrôle fiscal, elles seront contrôlées dans 100% des cas. Dès qu'on va l'émettre, elle va être contrôlée, la facture. Donc, c'est important. Toutes les transactions à l'export ou avec des particuliers, parce que les factures entre entreprises, c'est entre entreprises françaises qui vont subir le invoicing. Toutes les factures à l'export ou les factures aux particuliers vont devoir être cumulées pour faire une espèce de gros aide de caisse qu'on appellera le e-reporting, si on veut dire simplement. Et puis toutes les factures, elles vont être transportées et contrôlées via un système de plateforme. Donc on entendra parler de ça. Donc voilà, ça mériterait un webinaire à part entière, hein, mais si vous voulez simplement comprendre le calendrier et comprendre que ça s'applique à vous bientôt, eh bien, le invoicing va être obligatoire pour recevoir des factures à partir de juillet 2024. Donc tout le monde devra comprendre ce que c'est à partir de juillet 2024, qu'on soit TPE ou grande entreprise, ça sera pareil. Et progressivement, toutes les factures vont arriver comme ça. Au début, il n'y en aura que quelques-unes, mais il faudra quand même savoir le faire. Et puis l'émission des factures, donc pour une TPE qui voudra émettre ses factures, il y aura 18 mois pour passer à l'obligation à 100%. Donc ça sera possible, mais obligatoire seulement au bout de 18 mois, donc janvier 2026. Mais entre-temps, il va falloir s'organiser pour se préparer, donc il faut démarrer. Et puis le e-reporting, qui sera la déclaration des ventes aux particuliers à l'export, c'est pareil, ça sera facultatif pendant 18 mois, ça deviendra obligatoire en 2026. Donc voilà en gros la réforme. Ça mériterait un webinaire à part entière, mais je vous conseille de vous y intéresser parce que juillet 2024, c'est dans 17 mois maintenant, et ça arrive très très vite. Voilà ce que je peux vous dire en 25 minutes sur le cadre réglementaire. Merci Thierry pour ton intervention. Du coup, je vais reprendre quelques questions dans le chat. J'espère que vous m'entendez bien. Une première question autour de quels sont les numéros obligatoires du coup à positionner sur la facture. Donc, il y a le SIRET, le RCS et le numéro de TVA qui sont obligatoires. On avait une deuxième question au niveau des mentions spéciales sur les factures d'acompte ou sur les factures de solde. Donc, tout ce qui est mention obligatoire, ce sont les mêmes que sur les factures classiques.
Sauf que pour les factures d'acompte, il faut bien qu'il y ait la mention facture d'acompte qui soit spécialisée, qui soit bien marquée telle quelle sur la facture, et de même pour les factures de solde. Au niveau de tout ce qui est-ce que la facture est obligatoire dans le cadre que du B2B? Un document, il doit être émis vers les particuliers, donc conformément à la loi antifraude, mais que quand une facture a un sens fiscal, donc qui concerne les entreprises. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là. Il y avait une autre question qui concernait le délai légal de conservation d'une facture. Donc aujourd'hui, le délai légal de conservation, il est de 10 ans pour conserver l'historique des factures. Et il y avait aussi une question très intéressante à propos de la blockchain qui était est-ce que l'utilisation de la blockchain se répand dans le cas de l'émission de des factures en général? Ça commence gentiment, après ça reste à l'échelle des très très grosses entreprises et moins à l'échelle des petites entreprises, quoi. J'en ai fini pour la réponse aux questions. S'il reste des questions, on mettra à disposition une foire aux questions à la suite de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à continuer à alimenter et on vous répondra à toutes vos interrogations. Maintenant, je vais laisser Gilda se présenter. Alors, bonjour, moi je suis Gilda, je suis chef de produit pour Isafact, le logiciel de facturation d'Isagri, et je vais vous faire la démonstration de ce que vous a présenté Thierry sur notre logiciel. Merci Gilda. Alors on va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous montrer dans Isafact qu'est-ce qu'une fiche client et un fichier article? Oui, alors on va commencer par une fiche client. Voilà, donc on voit ici sur nos fiches clients qu'on peut renseigner pas mal d'informations. Donc déjà, est-ce que c'est une entreprise? Enfin ici, est-ce que c'est une entreprise? Donc l'adresse de facturation. On peut aussi personnaliser avec une adresse de livraison spécifique. Et au niveau des informations de facturation, donc on peut renseigner le pays de taxation, si c'est hors taxe ou TTC, des catégories tarifaires spécifiques, si on veut avoir plusieurs tarifs pour un même article. Et puis on a notamment, par exemple, le stockage des informations de la gestion relation client avec les documents. Et par exemple, la date de création, ou s'il veut recevoir des contacts, par exemple. Après, si on regarde au niveau des articles, c'est pareil, on a des fiches assez complètes. On peut notamment préciser les informations comptables pour bien créer les écritures en comptabilité. On peut renseigner donc des tarifs. Et donc concernant les catégories tarifaires spécifiques, je peux ajouter ici donc une catégorie que j'avais déjà créée sur les professionnels et indiquer donc que mes clients qui ont cette catégorie-là peuvent avoir un tarif particulier par rapport à mon tarif de base qui est pour le reste de mes clients. Top, Voilà. merci beaucoup. Et est-ce que à partir du coup de cet article et de ce client, est-ce que tu peux nous montrer comment on fait un bon de commande? Oui. Alors, pour créer un bon de commande, c'est tout simple. Je vais dans les commandes, je vais aller rechercher mon client, mon article. Donc là, je l'ai créé et je peux l'envoyer par email, par exemple, très rapidement. Voilà, là c'est transmis à mon client. Super. Et une fois que le client a reçu, il a accepté la commande, comment ça se passe dans le logiciel exactement? Alors, on va pouvoir transférer le bon de commande en facture. Donc pour cela, je viens ici. Je vais aller rechercher les bons de commande de ce client-là. Je peux le facturer directement ici. Ça me demande donc la date à laquelle je veux créer ma facture.
Hop. Hop. Et une fois que j'ai créé ma facture, je peux donc la valider. Hop. Par exemple, on envoie de mail. Voilà, j'ai une facture définitive qui est transmise à mon client. Super. Par contre, je crois que tu as fait une petite erreur. Tu n'as pas mis un montant à 0 sur ta facture. Mais avant que tu touches à quoi que ce soit, on va en profiter pour vous poser une question et voir si vous avez bien suivi ce que Thierry a dit. Ce que Thierry a dit, pardon. Donc, on vous propose un petit sondage. Vous pouvez voter. Donc, le sondage, c'est de savoir est-ce qu'on peut modifier une facture après qu'elle ait été validée. Donc là, Gilda a validé la facture. Ai-je le droit de modifier sa facture une fois qu'elle a été validée? Donc, je vais vous laisser 30 secondes le temps de répondre et puis après, Gilda va vous aider. Bon, il y a les premières réponses qui commencent à arriver. Je pense que tout le monde, une bonne partie des participants ont pu participer. Alors, Gilda, est-ce qu'on a le droit de modifier la facture après qu'elle ait été validée ou pas? Alors effectivement, comme là, ma facture est en définitive, je ne peux plus la modifier. Donc si j'ai besoin de modifier quelque chose dessus, je suis obligée de faire un avoir pour l'annuler et de la refacturer. Super. Je vais vous montrer comment on peut faire par exemple un avoir rapidement dans le logiciel. Donc là, c'est ma facture d'aujourd'hui, donc qui est effectivement bien à 0. Donc pour l'annuler, je crée un avoir. Donc le retour de marchandises, hein, c'est si je veux réintégrer mes stocks. Et l'avoir en valeur, c'est si j'ai pas besoin de stock aussi, c'est une prestation. Donc là, ma facture apparaît en dessous. Ça, c'est celle que je viens de recréer, donc qui est toujours à 0. Et après, enfin, créer mon avoir, pardon. Hop. Pour refaire une facture. Donc là, je l'ai recréée et j'ai juste à remettre le prix pour qu'elle me recalcule un montant. Et là, j'ai recréé ma facture correctement. Et donc, je peux la renvoyer par mail si besoin à mon client. Top. Donc maintenant que tout est en règle, tu l'envoies à ton client. Est-ce que demain, on a un petit sondage pour vous, pour continuer, pour vérifier que vous suivez toujours. Est-ce que demain, avec la réforme de la facture électronique, ce sera toujours possible d'envoyer ces factures par mail à ses clients? Allez, les derniers vont répondre. Je vous laisse quelques secondes. Oh, c'est bon, il y a une bonne partie qui a déjà voté. Alors, Gilda, est-ce que demain, quand on sera avec la réforme de la facture électronique, on voit que les résultats sont à 50-50, est-ce qu'il sera toujours possible d'envoyer ces factures par email? Alors non, avec la facture électronique, on ne pourra plus l'envoyer directement la facture par email au client. La réforme est déjà en route avec l'utilisation de Chorus Pro pour les factures à destination des collectivités locales, donc dans un premier temps, et après donc elle va s'étendre au reste des gens qui reçoivent des factures. Et pour ça, Isafact est déjà prêt. Donc par exemple avec le clic droit que l'on a ici directement dans la saisie de facture, donc envoyer la facture vers Chorus Pro. Donc je clique dessus, j'ai des références à renseigner, je fais envoyer vers Chorus Pro et ça la transmet directement sur la plateforme. Top. Donc, pour information, Chorus Pro, c'est bien la plateforme de dématérialisation pour la facture électronique pour tout ce qui est collectivité locale et territoriale. Donc, c'est déjà obligatoire depuis maintenant quelques années. Et donc, le logiciel est prêt dès maintenant pour accompagner la réforme de la facture électronique.
aujourd'hui et on se prépare pour la suite. Et par contre, Gilda, j'avais une question. Si jamais ton client met trop de temps à payer ta facture, comment est-ce que tu peux faire pour le relancer? Alors, dans Isafact, on a un menu exprès pour les relances. Donc, ici, au niveau de relance. Donc, on peut l'appliquer à tous les clients en même temps ou pour un client spécifique. Donc, je le sélectionne. Je vois que pour ce client-là, donc effectivement, j'ai des encours qui n'ont pas encore été réglés. Et donc, à partir d'ici, je vais pouvoir générer un courrier que je vais pouvoir lui transmettre. Alors, par exemple, si je veux voir mon courrier, donc ici, je génère un courrier où je rappelle qu'il ne m'a pas encore réglé, mais que c'est peut-être une erreur de sa part, avec la liste des documents qui me sont dus actuellement. Donc, c'est ce qu'on appelle le premier niveau, parce que nous, on peut paramétrer plusieurs niveaux de courrier. Donc là, c'est le niveau 1, donc la première relance. Si besoin, je peux paramétrer un deuxième texte pour mon niveau 2. Voilà, donc là, on peut voir que le texte est un petit peu plus court, par exemple, et je vois toujours les documents à relancer. Et je peux aller aussi sur un niveau 3. Voilà, où là, on rappelle un peu plus le caractère d'urgence, par exemple, avec du gras et du rouge, et toujours donc les documents qui sont toujours pas soldés. Merci beaucoup. Donc ça y est, ton client a reçu tes phases de relance, il t'a envoyé le règlement, un règlement par chèque. Comment ça se matérialise dans le logiciel? Alors, je vais pouvoir saisir son règlement. Donc, je prends ma facture. Donc, pareil, je saisis la date à laquelle je veux renseigner mon chèque. Donc là, il me paye en chèque. Ça reprend donc le montant du document. J'enregistre et voilà, là, ma facture est bien payée. On voit que c'est celle-ci et donc elle est passée à 0. Tout est bien payé et maintenant comment tu fais pour envoyer toutes les informations à ton comptable pour qu'il ait les infos mises à jour? Alors avec Isafact, on a une partie comptabilité qui est liée. Et dans cette partie, donc, qui est forcément incluse dans les Isafact, on a la transmission des écritures au comptable. Donc on arrive dans la partie Isacompta, donc qui concerne la comptabilité. Et dans l'accueil, donc j'ai un petit menu envoyer. Donc je peux faire le lettrage, ce qui permettra au comptable de ne pas avoir besoin de le refaire quand il recevra. Je choisis si j'envoie à d'autres logiciels. On est compatible avec une trentaine ou une quarantaine de logiciels de comptabilité. Donc là, moi, par exemple, je choisis de générer un fichier qui s'enregistre sur mon ordinateur. Je peux l'envoyer automatiquement par mail, par exemple. Là, c'est si j'ai besoin d'ajouter des commentaires à transmettre à mon comptable. Là, l'envoi se génère et j'ai un compte rendu du fait que j'ai bien réussi à transférer le document. Donc là, il est sur mon ordinateur et j'aurais plus qu'à lui envoyer par mail, par exemple. Super, merci beaucoup Gilda. Maintenant, on a une question pour vous. Avec ce qu'on vous a montré, est-ce que la piste d'audit fiable est-elle respectée grâce à Isafact? Oui ou non? Donc, je vous laisse 30 secondes pour répondre. Ça y est, vous êtes une bonne partie à avoir répondu. Je vous laisse encore quelques secondes pour les derniers pour répondre. Ça commence à devenir représentatif. Alors Gilda, est-ce que la piste d'audit fiable est respectée grâce à Isafact? Alors oui, Isafact respecte bien la piste de l'audit fiable, puisque une fois que j'ai passé ma facture, en définitive, elle n'est plus modifiable. Et je peux retrouver donc les documents, par exemple, sur l'historique client, mais aussi sur sa fiche, donc avec la partie GRC, où là, je vois vraiment tout ce que je lui ai transmis. Et si besoin, je peux revisualiser ou rééditer ces documents. Merci beaucoup Gilda pour cette démonstration. Alors je vais reprendre dans le chat, il y a quelques questions. Il y a pas mal d'interrogations au niveau de la facture électronique. Donc je vais essayer de faire
un condensé de vos questions. Donc, la facture électronique, elle s'applique peu importe la volumétrie de facture que vous éditez par an. Donc, que vous éditiez une facture par an comme des centaines, vous êtes complètement concerné par la facture électronique. Ensuite, il y a quelqu'un qui pose la question, comment se fera le choix des plateformes où déposer ces factures? Donc ça, c'est un libre choix selon vos habitudes, selon vos besoins en termes fonctionnels. Vous aurez la possibilité de choisir entre plusieurs plateformes pour envoyer ou recevoir vos factures. Ensuite, il y a une question autour du logiciel. De savoir est-ce qu'il y a la possibilité avant la validation de facture de visualiser un contrôle sur le bon de commande. Donc c'est complètement possible dans le logiciel, il n'y a pas de souci. À propos du logiciel aussi, et par rapport à l'erreur de Gilda, il y avait une question sur pourquoi il n'y a pas de contrôle sur les lignes dont les articles sont à 0. Il faut savoir que le logiciel est souple et s'adapte. Il peut y arriver qu'il y ait des articles qui soient offerts. Et dans le cadre de la gestion des stocks, c'est important qu'ils puissent sortir du stock, mais qu'ils ne soient pas facturés pour être comptabilisés, juste au niveau de tout ce qui est écriture comptable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Je vais en prendre une dernière. Il y a une dernière question toujours autour de la facture électronique. On voit que c'est un sujet qui fait poser quand même pas mal de questions. Peut-on déjà envoyer des factures par e-invoicing? Aujourd'hui, les plateformes n'existent pas encore. Il faut qu'elles soient immatriculées. Pour être immatriculée, la vague d'immatriculation des plateformes, ça va être cet été, donc courant 2023. Et à partir de ce moment-là, on pourra envoyer des factures par e-invoicing. Et donc là, l'objectif, c'est bien qu'Isagri accompagne ses clients, mais aussi les prospects dans la réforme de la facture électronique en intégrant de la même manière que vous avez pu voir Chorus Pro aujourd'hui, de pouvoir accompagner vraiment cette réforme de la facture électronique dans le quotidien, parce que c'est quand même ce que disait Thierry, c'est une révolution qui arrive vite et pour lequel il faut se préparer dès maintenant. Il est 44, il reste une minute. Je vais répondre à la dernière question. Ensuite, n'hésitez pas à continuer à alimenter les questions et on vous fera une compilation dans un mail récapitulatif à la fin de ce webinaire. Une dernière question. Comment se passent plusieurs encaissements sur la même facture dans Isafact? Il y a la possibilité de gérer les règlements multiples dans Isafact. Donc, dans le menu règlement, on a la possibilité d'enregistrer plusieurs encaissements sur une même facture et tout est retracé et bien associé à la bonne facture pour pouvoir retrouver facilement tout son historique de facturation. Voilà pour ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous communique toutes les informations et les réponses aux questions qui vous manquent dans les heures à venir. Merci pour votre attention et puis à très bientôt, j'espère, sur Isafact et sinon autour de la facture électronique. Très bon après-midi, au revoir.